On poursuit ce Lex Inside, on va parler des transferts de données vers les États-Unis avec le Data Privacy Framework avec mon invité Florence Gaulier, administrative chez l'AFCDP. Florence Gaulier, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va faire le point ensemble sur les transferts de données vers les États-Unis. On va parler du Data Privacy Framework, c'est le cadre juridique justement des transferts de données de l'Union européenne vers les États-Unis. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler les principes du RGPD en matière de transfert des données ? Tout à fait. Alors le principe de base, il est simple, puisque normalement on n'a pas le droit de transférer des données personnelles de résidents européens en dehors de l'Union européenne. Le principe étant donc une interdiction. Mais bien sûr, comme d'habitude en droit, on a évidemment des exceptions, d'autant plus que le RGPD visait aussi à faciliter les transferts de données à l'international. Et ces exceptions visent principalement à ce que lorsqu'il y a un transfert de données vers les États-Unis ou vers un autre État qu'un État de l'Union européenne, que l'on s'assure par un certain nombre d'outils et de mécanismes que le pays vers lequel on va transférer les données va aboutir à une protection équivalente à celle qui existe avec le RGPD. On ne demande pas forcément à ce que ce soit totalement identique, mais il faut qu'il y ait les grands principes de protection et les mécanismes de protection des données personnelles qui existent en Europe soient à peu près équivalentes dans le pays de réception des données. Alors pour bien comprendre, quand on parle de transfert de données au sens du RGPD, ça vise quoi ? Alors, ça vise d'abord ce qui est évident, c'est-à-dire j'envoie des données vers un opérateur, un organisme, une entreprise qui est située en dehors de l'Union européenne, par mail, par n'importe quel type de mécanisme ou d'outil. Ça, c'est les transferts qui sont faciles à voir et à comprendre. Mais il y a également la notion de transfert est beaucoup plus large en fait dans le RGPD puisque la simple consultation des données depuis un État qui n'est pas dans l'Union européenne, même si les données sont sur le territoire de l'Union européenne, la simple consultation est déjà un transfert de données au sens juridique du terme. Ce qui veut dire ce qui veut dire justement que on a souvent tendance à penser qu'on est protégé et qu'on est conforme au RGPD parce qu'on héberge les données sur le territoire de l'Union européenne. Donc, par exemple, je choisis un hébergement chez AWS ou Microsoft ou Google, n'importe lequel de ces grands opérateurs américains, et je demande à ce que ce soit sur des serveurs européens. Donc je me dis que je suis protégée, sauf qu'en fait là, on a effectivement des données qui sont sur le sol européen, mais il y a des possibilités d'accès aux données depuis les États-Unis par un certain nombre de mécanismes, soit par les maisons mères, soit par des agences américaines qui vont faire qu'il va y avoir un transfert de données par la simple consultation ou récupération des données sur le sol de l'Union européenne vers les États-Unis. Alors, il y a un outil qui définit le cadre juridique de ces transferts de données, c'est le Data Privacy Framework. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Et la Commission européenne a donné une décision d'adéquation avec ce Data Privacy Framework. Qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? Exactement. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, normalement, c'est interdit d'envoyer des données en dehors de l'Union européenne, sauf justement s'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place. Un des mécanismes les plus utiles en pratique, c'est lorsqu'il y a justement une décision d'adéquation par la Commission européenne, c'est-à-dire que la Commission européenne va vérifier le système juridique de l'État en question, va l'analyser, va s'assurer que c'est à peu près équivalent à une protection telle que celle du RGPD, et va donc décider, par le biais d'une décision d'adéquation, de dire ce pays est fiable, on peut envoyer les données dans ce pays-là. Pour les États-Unis, le système juridique tel qu'il existe ne suffit pas à être équivalent au système juridique du RGPD. Et donc, il a fallu mettre en place un traité international, finalement, donc le Data Privacy Framework, pour que les données des résidents européens soient protégées pratiquement de la même manière que si le RGPD s'appliquait aux États-Unis, sachant qu'on sait bien que ce sont deux systèmes juridiques qui ne se comprennent pas toujours bien et qui donc il a fallu notamment que le président Biden prenne un executive order présidentiel spécifique pour mettre en place ce Data Privacy Framework.
Alors avant ce Data Privacy Framework, il y avait le Safe Harbor, le Privacy Shield. Les deux ont été invalidés. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne, pour chacun de ces deux accords, a considéré que la protection était insuffisante et que finalement la Commission européenne avait été un peu trop large en acceptant de considérer que la protection était équivalente grâce à ces accords. En particulier parce que finalement les agences de renseignement américaines pouvaient finalement assez facilement récupérer des données sur les Européens sans avoir de compte à rendre, sans qu'il y ait vraiment de recours possible pour les personnes concernées et sans que tout ça soit suffisamment encadré par rapport à ce qui se passerait en Europe. Donc pas assez de garanties. Pas assez de garanties, voilà, exactement. Pas assez, des collectes disproportionnées, pas assez encadrées et des recours quasi inexistants. Alors aujourd'hui, le Data Privacy Framework fait aussi l'objet de critiques. Certains pointent ses fragilités. Il y a un recours du député Philippe Latombe. Concrètement, est-ce qu'on peut imaginer une invalidation du Data Privacy Framework ? Alors, on peut l'imaginer parce que il y a un certain nombre d'améliorations qui ont été apportées par le Data Privacy Framework, on ne peut pas le nier. Il y a effectivement des organes de contrôle qui ont été mis en place. Il y a cet executive order spécifique qui a été pris pour améliorer cette protection. Prévoir un principe de nécessité et de proportionnalité des collectes de données par les agences américaines. Donc, il y a un certain nombre d'évolutions qui ont été apportées pour tenir compte des critiques des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne concernant le Safe Harbor et le Privacy Shield. Cependant, le Comité européen de protection des données, le Parlement européen et Philippe Latombe ont relevé qu'il y a quand même des faiblesses et des fragilités dans ce système. D'abord parce qu'il repose déjà sur un executive order d'un président qui peut être très facilement remis en question aux États-Unis, y compris sans même que ce soit public. Donc il peut y avoir aujourd'hui déjà des failles dans le système. D'accord. Les organes de recours, il y a un certain nombre de critiques sur leur réelle indépendance. Et sur l'effectivité aussi des recours, puisque finalement, lorsqu'on va faire un recours dans le cadre du DPF, on risque de recevoir simplement une réponse nous indiquant il n'y a pas eu de violation de données, tout va bien, sans autres explications, et sans vraiment avoir les possibilités de contester ou de vérifier la réalité du traitement de la plainte qu'on aura pu faire. Donc on voit qu'il y a quelques fragilités. Rapidement, quelles seraient les conséquences pour les DPO en cas d'invalidation du Data Privacy Framework ? Alors les DPO ont déjà connu ça avec l'invalidation des deux précédents accords. La solution de repli la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle des clauses contractuelles types, c'est-à-dire des contrats qu'on signe avec chacun des opérateurs américains ou opérateurs qui transfèrent des données vers les États-Unis. Simplement, on sait que ces clauses contractuelles types ont aussi des faiblesses, puisque la Cour de justice de l'Union européenne a dit dans la décision dans laquelle elle a invalidé le Privacy Shield que ces clauses contractuelles types étaient valables, mais qu'il fallait quand même vérifier lorsqu'on exporte des données vers les États-Unis, enfin vers un pays hors de l'Union européenne, si le système juridique local va permettre une protection équivalente au RGPD. Et si ce n'est pas le cas, il faut mettre en place des mesures supplémentaires, notamment des mesures techniques, contractuelles. Ce n'est pas suffisant en tant que tel. Il y a certains cas où ça peut fonctionner, mais ça veut dire qu'il faut un chiffrement des données empêchant les autorités américaines et les opérateurs américains de déchiffrer ces données, donc avec une clé de chiffrement qui est dans l'Union européenne. Et ça ne marche pas dans tous les usages qui sont concernés par ces transferts. Donc ça reste un sujet extrêmement compliqué qui fait reposer finalement sur des entités privées, des sujets qui sont plus politiques, diplomatiques et qui nécessiteraient des évolutions du système juridique américain si vraiment on souhaitait arriver à une protection équivalente à celle du RGPD alors qu'on a des philosophies très très différentes. Donc faire reposer ça sur les entités privées, c'est quand même difficile, y compris les organismes publics de petite taille qui n'ont pas la possibilité de faire évoluer les droits d'un État. C'est le moment de conclure cette émission. Merci Florence Gaulier. Je rappelle que vous êtes administratrice au sein de l'AFCDP. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.